www.libradio.org. Nous sommes le lundi 16 mars. Bonjour, docteur Bertrand Kieffer. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur et rédacteur en chef de la revue médicale suisse. On la trouve sur Internet à l'adresse suivante, www.revmed.ch. Et voilà, nous avons lu un article dont le nom est le suivant, Coronavirus, responsabilité et fragilité, avec un sous-titre qui est le suivant, face à une épidémie, il n'y a que des savoirs, des raisonnements, des valeurs discutées et des décisions. Alors, tout cela nous a intrigués. Voilà pourquoi nous prenons contact avec vous et nous sommes ravis donc de pouvoir deviser ensemble. Alors, peut-être qu'avant tout, vous pourriez nous dire quelques mots de vous, de la manière dont vous êtes retrouvé à cette position-là à la revue médicale suisse. Écoutez, par des chemins détournés, parce que j'ai d'abord étudié la médecine à l'Université de Genève, et ensuite j'ai fait de la recherche en maladies infectieuses, j'ai aussi fait un peu de clinique, et ensuite j'ai eu la vocation, et je suis entré au séminaire pour devenir prêtre à Fribourg, et j'ai fait des études de théologie à l'Université de Fribourg, de théologie et de philosophie, ensuite de quoi je suis parti à Rome faire un doctorat, préparer un doctorat en bioéthique, que je n'ai finalement pas présenté pour des raisons essentiellement idéologiques. Et je suis revenu en Suisse et puis je suis sorti de l'église. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire du journalisme, à mi-temps, de la psychiatrie aussi à mi-temps. Enfin bref, et je me suis retrouvé à la tête de la revue médicale suisse et ensuite à la direction de médecine et gène. Enfin, tout ça s'est enchaîné. Peut-être vu de l'extérieur comme faisant de drôles de zigzags, mais en même temps... comme étant pour moi une espèce de curiosité continuée pour différents sujets. D'abord la science, la médecine que j'ai jamais lâchée, ensuite la théologie, la philosophie, ces choses-là. Donc voilà. Est-ce que votre oui. Non, je dis longuement raconté, mais bon, désolé. Oui. Non, mais prenez votre temps. Alors, entre croyance et science, à un moment donné, vous avez balancé du côté de la science. Pourrait-on dire? Non. Alors, vous savez que disons la question de la foi et de la raison, au fond, de l'articulation est une très vieille question dans l'histoire des religions. Mais alors, pour moi, il m'a toujours semblé essentiel de ne pas lâcher la raison. Je me suis toujours dit, si à un moment ma foi me demande de lâcher la raison, je peux pas. Je choisirai toujours la raison. Donc, j'ai toujours été scientifique. Je m'en suis toujours targué. J'ai toujours aimé la science. J'hésitais plutôt que de faire de la médecine à faire de la physique ou des mathématiques. Donc vraiment, j'aime bien la science. Mais cela dit, bon, la science elle-même, elle n'a pas accès à ses prémices, des prémices toutes simples comme pourquoi est-ce qu'on est simplement curieux de connaître le monde, ou d'autres prémices comme pourquoi y a-t-il du sens dans les choses, dans le monde, enfin des choses comme ça qui sont ni scientifiques qui relèvent de l'ordre de ce qui nous précède. C'est pas vraiment non plus idéologique, c'est les a priori sur lesquels on se construit ou sur lesquels on vit, d'ailleurs, qui sont dans nos têtes. Encore une fois, simplement le fait qu'on soit curieux, qu'on soit révolté, qu'on soit pas simplement d'accord en médecine, par exemple, avec la maladie, la mort et la déchéance comme le reste du vivant l'est. Donc voilà. Mais j'ai toujours essayé de concilier les deux. Alors, que dites-vous de l'adage bien connu, qui est le suivant, science sans conscience n'est que ruine de l'âme? Et ça va nous permettre d'entrer dans le vif du sujet et dans l'article. Oui, bon, évidemment, ce ruine de l'âme me fait toujours un peu rire, mais c'est tellement vieillot comme terme. Oui, c'est Rabelais, on le rappelle. Oui, c'est Rabelais, oui. Mais bien sûr, mais je pense d'ailleurs qu'on peut pas faire de la vraie science si on n'a pas une certaine éthique, parce qu'on peut pas interroger le réel avec la fragilité nécessaire, parce que la science c'est pas ce qui est vrai, c'est d'abord une affirmation scientifique, c'est pas une affirmation vraie, c'est une affirmation falsifiable, une affirmation qu'on peut mettre en danger, une espèce forcément de délicatesse dans la démarche scientifique qui fait qu'elle ne peut être qu'éthique. Et les gens qui sont pas éthiques, qui n'ont pas ce regard-là sur le réel, je pense qu'ils ne sont pas de bons scientifiques. Et donc, de soi, déjà, la science ne peut être qu'avec une conscience, mais en plus, maintenant, évidemment, il y a des implications, particulièrement dans la technologie, plus encore que dans la science à l'état pur, mais des implications concrètes pour l'avenir de l'humanité, ouais. Selon vous, y a-t-il un mot qui pourrait être central, c'est celui de humilité, peut-être, face au savoir? Oui,
Oui, on pourrait dire, parce qu'un des grands défauts qu'on a, nous les humains, nous les sapiens, c'est qu'on est très arrogants. Hein. Et alors on est arrogant individuellement, on voit quelques chefs d'État qui veulent même pas écouter ce que dit la science, par exemple dans le domaine de l'environnement, ou ce que dit d'ailleurs le savoir sur les épidémies. Je pense au génie américain, au génie permanent qui dirige les États-Unis. Et globalement, nous les humains, on est arrogants. On a cru qu'on allait complètement maîtriser la nature, et la nature, elle est beaucoup plus complexe que ce qu'on s'imaginait, et elle est pas du tout maîtrisée, au contraire. Et donc là, oui, il y a une arrogance. Et je pense que l'humilité sur ce sens-là, oui, elle est nécessaire. Mhm. Dites-moi, dirions-nous quelques mots de la revue médicale suisse, maintenant que nous avons fait, nous avons tracé un petit peu les contours de votre personne. Pourrions-nous faire l'équivalent pour la revue médicale suisse? Voilà, en quelques mots. Non, mais simplement, c'est la revue de formation continue des médecins en Suisse romande. C'est un hebdomadaire. Et donc qui publie 60 pages par semaine, 60 à 80 pages, c'est quand même un assez gros magazine destiné aux médecins, mais qu'on trouve en grande partie sur Internet et qui maintenant d'ailleurs a une diffusion surtout sur Internet et qui joue un rôle en francophonie parce qu'on voit nous qu'on est beaucoup plus regardé par les hôpitaux de Paris que par le CHUV ou les HUG. Donc on s'approche actuellement des 100 000 visiteurs uniques par jour. Hein, donc c'est aussi c'est un gros site. C'est donc une revue qui au niveau suisse, au niveau genevois même, on peut dire, construit le savoir de la médecine. C'est très important que ce soit pas juste un savoir international, mais que à tous les endroits, on discute, on élabore, on fasse des débats sur comment comprendre cette chose. Enfin, encore une fois, la science, c'est le débat permanent. Et c'est un lieu. Moi, je souhaite être vu vraiment comme un lieu de débat. Et j'espère qu'elle l'est. Et aussi la médecine avance tellement vite que c'est une formation continue permanente pour tous les médecins. Hein. Mmh. Alors, donc oui. Voilà. Oui. Non, mais donc on joue son rôle. Ouais. Ouais. Et au devant de l'actualité, pensez-vous que justement ce type de revue, a son mot à dire également, non pas que d'avoir des articles de fond, mais effectivement d'avoir des articles où, comme celui-ci, l'édito coronavirus, responsabilité et fragilité, où clairement, on va plus loin que le simple factuel d'une certaine manière. Oui, parce que je pense que la science, elle n'est jamais nue justement. Elle a toujours des implications politiques, des a priori. Enfin, elle a toujours un questionnement qui va au-delà d'elle-même. Et de même, elle doit se laisser questionner par le reste du monde. Mais et je trouve important de temps en temps de se faire un peu des points de vue surplombants, un peu historiques, éthiques aussi, et qu'une revue scientifique comme la Revue médicale suisse parle aussi de sciences, de politique, s'exprime, que le rédacteur en chef en particulier le fasse, ouais, parce que je pense que c'est son rôle. Mais et avec après des gens qui sont d'accord ou qui sont pas d'accord et qui contestent tel ou tel aspect. Mais c'est vraiment important. Hein, le débat, c'est fondamental. En cela, d'ailleurs, la science rejoint beaucoup la démocratie. Quoi. Ce sont des systèmes de débat. Ouais. Encore deux petites questions concernant la revue et ensuite on viendra à l'article, si ça vous va. Si ça vous convient. Tout à fait. Oui, oui. Y a-t-il des sujets sensibles que vous, des sujets sensibles certainement, mais y a-t-il des sujets tabous également que voilà vous hésitez peut-être à commenter au sein de la revue ou pas du tout? Écoutez, presque pas, non pas même, je dirais pas. Évidemment, les vrais sujets tabous sont toujours ceux qui concernent votre propre communauté. Vous voyez, c'est de parler des médecins, du revenu de certains confrères ou de trucs comme ça. Maintenant, il n'y a pas d'autres sujets tabous que certaines controverses à l'intérieur. Et je vais envie de dire là, c'est les autres médias qui doivent faire le job. Nous, on dit vraiment et on publie. En tout cas, moi, je n'exerce aucun contrôle sur les points de vue du moment qui tiennent la route. Mais que ce soit d'ailleurs scientifiquement ou que ce soit dans l'argumentation, que ce soit pas des choses envoyées n'importe comment, qui est des arguments, qui est un raisonnement. Mais évidemment, il y a des sujets qui font réagir. Moi, ça me frappe toujours comme lorsqu'on publie quelque chose sur l'embryon ou l'avortement ou le fœtus ou des choses, ou la fin de vie, qui quand même concerne beaucoup la médecine. C'est des sujets sensibles où là, on a toujours gros courrier, des indignations. Mais encore une fois, on ne publie pas juste on publie pas d'indignation ou de coups de gueule. On publie des choses qui sont raisonnées et qui peuvent susciter des réponses raisonnées. D'accord. Alors j'ai bien compris concernant justement ces sujets extrêmement délicats comme effectivement l'avortement ou l'accompagnement en fin de vie. Y a-t-il
Avez-vous des fois des retours concernant, eh bien voilà, des théories un petit peu, pas du complot, mais concernant par exemple le Big Pharma ou des collusions, médecine, Oui, vaccins, économie, toutes ces choses-là? oui, on a des débats à ce propos. On a des débats à propos aussi du savoir concernant certains médicaments. Moi, j'avais écrit un article sur les statines, qui sont des Oui. médicaments qu'on donne contre le cholestérol, et dont certaines prescriptions sont très contestées, alors que l'industrie pharmaceutique prétend que c'est presque bon pour tout le monde. Enfin, et et là, vraiment, on a des débats qui sont chauds, et on essaie de les ouvrir. Donc là, il n'y a pas de tabou. Nous, on perd certainement des annonces pharmaceutiques en faisant ça, mais notre but premier, c'est quand même de rester vraiment lu et de rester dans la ligne d'une vision scientifique. Ouais. Hmm. Dernière Donc on question. y fait. Pardon. Oui. Non, je Pardon, voulais non, pas. mais on les évite pas ces débats. Vous Ouais, les ouais. évitez pas. D'accord, d'accord. Non. Pour en terminer, il y a des revues scientifiques qui ont des comités de lecture. Ça n'est pas le cas pour la revue médicale suisse. Alors nous, on a une forme de comité de lecture. On fait ce qu'on appelle un peer review light. C'est parce qu'on n'est pas une revue de première ligne. C'est-à-dire, on publie pas d'articles originaux, des études de première ligne. Parce que d'ailleurs, autrefois, on en publiait, puis on recevait que le restant de la colère de Dieu, c'est-à-dire ce qui n'avait pas passé dans les grandes revues parce que c'était pas de bonne qualité, arrivait chez nous. Alors on a dit stop. Et ce qu'on publie, ce sont des articles de synthèse d'une certaine façon. Parfois des études, oui, locaux-régionales parce que ça se justifie, mais en gros, ce sont surtout des articles de synthèse. Alors ils sont quand même revus par au moins 2 lecteurs, dont un indépendant. D'accord. Toujours. C'est pas au sens très strict. On n'est pas une revue peer-reviewée au sens habituel strict, mais on exerce quand même un contrôle indépendant des manuscrits qui nous sont envoyés. On D'accord. refuse beaucoup de manuscrits. Actuellement, on en refuse de plus en plus. Donc, ouais, on publie pas du tout. Ok. Ok. Très bien. Merci. Bah, c'est très intéressant en tout cas. Où la trouve-t-on? Donc sur Internet beaucoup? Oui, et puis on peut s'abonner. Donc sur Internet, on trouve tout ce qui n'est pas plus jeune que 1 an. On a ouvert à partir de 1 an. Pour ça, on est très présent quand même sur Internet. Et puis on peut s'abonner. Ça, les modalités se trouvent aussi sur Internet pour recevoir aussi le papier parce qu'elle est toujours imprimée. Je sais pas pour combien de temps encore. Mais c'est une question aussi de génération de médecins. Moi, je serais très favorable à être complètement online. Et donc, tout ça se trouve sur Internet. Le site, c'est revmed.ch. revmed.ch. Mhm. Et puis alors, les articles proviennent exclusivement de médecins, du corps médical, ou bien y a-t-il des fois Non. non. Oui, on peut dire qu'ils proviennent à 80-90% du corps médical, mais sinon, il y a aussi, alors bien sûr, des gens des HES, des infirmières ou des enseignants des HES, donc des écoles de santé, des hautes écoles de santé. Il y a aussi des juristes, des éthiciens, enfin, non, on a aussi quand même pas mal d'autres gens qui écrivent et qui ont bien leur place chez nous, voire des scientifiques non médecins, des sociologues. Je sais plus, 600 ou 700 auteurs par an dans la revue, donc vous voyez, ça fait beaucoup. Mais c'est vrai que c'est une grande majorité quand même de médecins, mais pas seulement des profs, pas seulement des profs de Genève et Lausanne, mais aussi beaucoup de médecins en formation. Qui doivent d'ailleurs publier un article, par exemple, chez nous pour avoir un FMH. Ah, Ça leur est reconnu comme forme de doctorat. oui. Ce qui était avant demandé comme doctorat, maintenant peut être un article chez nous qu'on review à ce moment-là de façon encore plus sévère. D'accord. Une question me vient à l'esprit, je vous la pose, elle est peut-être totalement inutile ici dans ce contexte-là, mais voilà, je tente. Oui. Concernant une telle revue, je me mets à la place d'un patient, pourrait-elle également servir à à accéder au consentement éclairé des patients, parce que comme vous avez parlé des différents corps de métier qui tout d'un coup se retrouvent à écrire des articles là-dedans, eh bien vous avez parlé d'éthique, de morale, eh bien cela pourrait aller également dans ce sens-là du consentement éclairé des patients. Écoutez, on a aussi un site internet pour les patients qui s'appelle planètesanté.ch, qui est le plus gros en Suisse romande. On approche aussi les 100 000 personnes par jour. Mais ce qu'on voit, comme je vous l'ai dit, après une année, tout se trouve sur Internet de façon ouverte. Et nous, on s'aperçoit qu'il y a énormément de gens tout simples, de patients, qui vont voir nos articles et qui s'informent ainsi. Moi, je vois pas de mal. Parfois, c'est un peu incompréhensible ou ils n'ont pas les arrière-fonds qui leur permettraient de pondérer ce qui est dit. Mhm. Mais c'est inévitable. Et je pense qu'il faut que tout le monde apprenne à vivre avec ça, les patients eux-mêmes et les médecins, que les patients arrivent à comprendre peut-être aussi un peu ce qui
en quoi ils ont besoin d'aide, hein, parce qu'on peut pas se soigner tout seul. Même un médecin d'ailleurs a besoin d'un autre médecin parce qu'on peut pas se comprendre soi-même. Hein. On n'est pas transparent à soi-même. Hein. Donc, mais voilà, on se retrouve sur Internet, c'est comme ça, et on est lu par beaucoup de monde, beaucoup de patients, et on participe, je pense, à l'empowerment, à l'éclairement, enfin l'illumination, hein, dans le sens des lumières de la population, ouais, je pense, de manière quand même non négligeable. Ouais. Est-ce à dire que cette notion de patient partenaire qui émerge de plus en plus, eh bien, d'une certaine manière, elle est contenue dans le travail que vous faites à la Revue médicale suisse? Oui, oui, vraiment. On ne souhaite pas du tout créer une distance une distance de savoir, vous voyez, au sens où Michel Foucault disait tout savoir est un pouvoir. Je veux dire, bien sûr, tout savoir est un pouvoir, mais on ne veut pas exercer le pouvoir avec un vocabulaire qui est là exprès pour distancer le sachant de l'apprenant ou de celui qui est là comme patient. Mais comment faire pour le mettre le plus à niveau pour qu'il puisse y avoir co-décision, pour que le patient puisse être co-thérapeute de sa maladie. C'est un gros enjeu, on y réfléchit beaucoup et c'est pas l'idéal que les gens lisent les articles à la Revue médicale suisse, sauf certains. Je veux dire, il y en a plein qui sont quand même bien utiles pour eux, mais ça fait rien. C'est bien aussi qu'on ne mette plus de censure sur la lecture là-dessus. Hein. Ouais, je pense tout ça se retrouve et puis voilà. D'accord. C'est l'époque moderne. Ouais. Ça change le rôle des uns et des autres, mais il faut le faire comme ça. Les lignes bougent en tout cas. Alors déjà, merci beaucoup, docteur, pour tout ce long préambule, mais qui me paraissait bien important. Allons maintenant, si vous le souhaitez, au cœur même de l'article. Donc l'article s'appelle Coronavirus, responsabilité et fragilité. Alors, avant tout, y a-t-il eu des réactions, j'imagine que oui, à l'écriture à la publication de cet article? Oui, écoutez, non, mais j'ai eu plein de réactions, beaucoup de courriers, mais vraiment peu de critiques, j'avoue. Ça m'arrive pas souvent, ça, mais peu de critiques, beaucoup de soutien, beaucoup de gens qui disent oui, il faut réfléchir en ces termes. Et peut-être, c'est marrant, les gens qui sont le plus critiques, c'est peut-être ceux qui disent que je suis encore trop optimiste au fond, hein, qu'il n'y a pas d'ouverture pratiquement, que voilà quoi, il y a une espèce de catastrophisme ambiant. Alors moi j'essaie de réveiller justement en disant l'humanité est humaine lorsqu'elle n'est pas fataliste, même si tout semble être organisé pour concourir à notre perte d'une certaine façon. On ne doit pas être fataliste. Hein. Et d'autre part, c'est ce que j'appelle, je crois, on est dans une forme de désespoir consenti, hein, c'est-à-dire en particulier par rapport au pouvoir, enfin à l'économie, à la structure même de l'économie, cette économie néolibérale complètement focalisée sur la croissance et le PIB. Et là, on est face à une espèce de fatalisme. On peut rien faire, nous dit-on, et on commence à le croire. Or non, je veux dire, ça c'est vrai que si on s'en prend pas à cette question-là, on va pas y arriver. Ça il y a donc à sortir de cette attitude et le faire au nom à la fois de la science et de notre de notre nature humaine, non? Ouais. Je vais juste lire la première phrase. La voici. Étrange peur, évanescente, insaisissable, infectant l'esprit d'une société liquide. Ça commence comme ça. Alors, est-ce que nous nous sommes crus invincibles et nous ne sommes en fait que des simples jouets dans les mains de la nature? Oui, alors il y a un peu de ça. Donc moi je pense qu'on vit là une espèce d'effondrement de mythe et que on s'est quand même cru, on voyait bien qu'il y avait un peu de soucis avec les maladies infectieuses. Alors on nous dit de temps en temps oui, mais elles échappent. On trouve plus tellement de nouveaux antibiotiques. Puis il y a de temps en temps des flambées de rougeole. Mais voilà, malgré tout, on se disait mais cette science qui est capable de tant de merveilles, du génie génétique, de la robotisation, de l'intelligence artificielle, etc. Elle nous protège. Enfin, le vivant, c'est quand même un vieux problème. C'est presque du sale, le vivant. Et là, tout d'un coup, on voit à quel point on est vulnérable et qu'on n'a pas grand-chose dans notre besace à disposition, en tout cas, pour éviter une catastrophe quand même déjà économique et
et qui sera aussi une catastrophe humaine. Alors après, pas la catastrophe, mais quand même, il y a des gens qui vont mourir et qui n'auraient pas dû mourir. Et là, il y a de nouveau une forme d'arrogance. Et puis, c'est très peu de choses. C'est juste, on a dérangé l'écosystème de bêtes, de chauves-souris, de pangolins, en tout cas de chauves-souris. On est entré en contact, on les a mangés ou Dieu sait quoi. Et ça a suffi pour complètement déstabiliser. Aussi parce que, moi, je crois, on a compris, enfin, la modernité, c'est la mise en réseau de toutes sortes de choses. Hein. On a fait des réseaux d'une interconnexion de biens, d'informations et de personnes. Tout ça circule et ça a amené beaucoup de bienfaits. Mais il y a eu, comme je le dis d'ailleurs dans ce texte, deux effets secondaires très graves. D'abord, ça nous fait perdre notre capacité de prendre en main notre destin, c'est-à-dire de prendre du surplomb par rapport au projet global du système. Le système devient tellement puissant de réseau qu'on ne sait plus comment faire pour exister, pour faire exister des nouvelles visions. Et d'autre part, on a oublié que le premier système, le premier réseau, la première interconnexion qu'il y a entre tout, c'est le vivant. Et que ce vivant-là, on est très très peu capable de le maîtriser. On est un membre du vivant comme d'autres. Et on voit bien, je dis, et le vivant, là, il joue deux rôles, à mon avis, c'est soit il peut disrupter le système qu'on veut pas voir, soit sous forme de virus et d'épidémie, soit l'environnement, c'est-à-dire l'environnement qui, là aussi, nous échappe. Hein. La destruction des écosystèmes et le changement climatique, ça nous échappe. Il y a un truc qu'on n'arrive pas à maîtriser, qui est complètement hors de ce qu'on avait pensé être dans nos mains. Et oui, alors là, pour moi, c'est le réveil de ce mythe d'une science qui allait tout résoudre. Ouais. Peut-on dire que notre hyperconnectivité n'est-elle qu'illusoire finalement, ou en tout cas elle est humano-centrée, et que, comme vous le dites, eh bien, au bout du compte, on est tout de même coupé de la nature, coupé de ce qui nous entoure, nous en ignorons beaucoup de choses, la faune, la flore, etc., et que cette hyperconnectivité finalement, elle est extrêmement illusoire. Oui, elle est surtout très pauvre d'une certaine façon. Bon, elle est très fragile parce qu'elle a l'air d'être en réseau, mais en fait, on le voit bien d'ailleurs comme ça peut s'effondrer. C'est des réseaux très simples, hein, peu complexes. Que le vivant, lui, il est fait de réseaux infiniment plus complexes, de boucles de rétroaction, d'écosystèmes, aux réactions tellement complexes qu'on les maîtrise pas, et qui en plus cet écosystème, c'est pas juste qu'on peut dire bon ben on va l'étouffer, on va le stériliser et puis on fera sans lui. Non, on en est simplement un membre et on peut pas faire sans lui. On peut pas. On est totalement incapable de ça. Et d'abord, encore une fois, on voit bien avec les maladies infectieuses et on le voit bien avec le climat, quoi. L'écosystème, là, en l'occurrence, c'est même pas l'écosystème du vivant pour le climat, c'est le CO2 qu'on produit change complètement. Mais nous, on est un vivant qui a une capacité de vivre. Bon, d'abord, évidemment, on a besoin quand même de toute cette nature qui nous fait vivre encore pour le moment, mais aussi on est capable de vivre dans une toute petite fourchette de chaleur, de conditions, enfin, etc. Et on est pour ça un vivant d'une extrême fragilité. Et d'ailleurs, supprimerait-on tout le vivant autour de nous? Entre nous, on a aussi des virus, des bactéries, enfin tout ça est j'ai envie de dire, d'une naïveté en plus d'être d'une arrogance vraiment incroyable. Et on a été embarqué là-dedans comme une civilisation peut se faire embarquer dans des mythes, comme les îles de Pâques ont pu se faire embarquer dans un mythe qui les a tous fait crever. Hein. Et je dois dire, il est temps de se réveiller de ça. C'est pas pour dénigrer la science, il y a beaucoup de choses. Enfin, la science, c'est une des grandes aventures de l'homme, vraiment une des plus belles qui soit. C'est une aventure de l'esprit, c'est une aventure de la curiosité, et elle a plein de solutions à proposer. Mais ce sera pas la solution. Il n'y a pas de solution, sinon de comprendre mieux l'écosystème et de vivre avec. Et de vivre avec, et c'est en fait aussi ce qui nous épanouit. Hein. Parce qu'on est, nous, d'ailleurs, même dans nos esprits, on est des systèmes beaucoup plus complexes que ce qu'on veut bien s'avouer. Oui. Et on a besoin, pour être heureux, de choses qui ne sont pas toutes simples. Alors, complexité... Voilà, je fais presque de la philosophie, on vous explique... Enfin bref. Mais oui, mais c'est extrêmement intéressant. Alors justement, complexité et simplification, quelle est la place des médias? La revue médicale suisse est un média, il y en a d'autres. À un moment donné de l'article, vous parlez des temps de cerveau disponibles, c'est une formule... qui a fait son temps, hein, qui date de 2004, qui était celle de Patrick Lelay, qui était donc à l'époque le président directeur général de TF1. Alors, quelle est la place des médias selon vous? Y a-t-il là un rôle effectivement qui se joue ou qui ne se joue pas, ou peut-être qui se joue mal? Non, mais les médias ont un rôle fondamental, hein, de toutes sortes, hein, à la fois
Moi, je vois l'effondrement qu'il y a dans notre paysage médiatique, d'abord des médias, et ensuite à l'intérieur des médias des rubriques scientifiques qui permettent d'avoir un regard critique sur tout ce qui est balancé, pas forcément seulement de fake news, mais de petites nouvelles sans importance. Enfin, il y a de moins en moins de journalistes scientifiques parce que ça coûte trop cher, d'enquêtes, de mise en perspective de choses qui vraiment importent. Donc tout le monde est sujet au communiqué de presse envoyé souvent par l'industrie. Ça, c'est très très grave, cet appauvrissement. Mais les médias jouent un rôle fondamental. Alors bien sûr aussi maintenant, quand on dit médias, il y a aussi les médias sociaux, il y a tout ça qui, alors pour le coup, envahissent le temps de cerveau disponible. Et ça, c'est préoccupant aussi, parce qu'on a besoin pour être pleinement nous-mêmes, pleinement vivant, exister face au monde, hein, pour être en santé même, comme dirait Georges Canguilhem. C'est-à-dire être en bonne santé, c'est pas avoir une absence de maladie, c'est être capable d'exister face au monde, d'imposer un peu ce qu'on aime, hein, donc d'avoir une espèce d'autonomie. Eh bien pour ça, il faut avoir à la fois plein d'informations, mais aussi les outils pour exister avec ces informations. Et les médias, en particulier les médias sociaux, même sans les fake news, ont tendance à nous envahir le cerveau et pour ça à nous enlever de cette autonomie, de cette capacité à cette petite vie intérieure nécessaire pour se situer par rapport au monde. Alors ce virus, le coronavirus, le Covid-19, eh bien d'une certaine manière n'est-il avant tout dans un écosystème certes, mais n'est-il également ou croit-il également dans une forme de paradigme civilisationnel, c'est-à-dire que il naît et il croît dans un moment tout à fait précis qui est le nôtre, et c'est là où on le voit faire ses dégâts d'une certaine manière. Mêlés justement aux réseaux sociaux, mêlés justement aux fake news, à une forme de désinformation ou de malinformation. Est-ce que voilà, il arrive à un moment clé, à un moment charnière de notre civilisation? Oui, probablement, parce qu'au fond, il y a encore même 50 ans, il n'aurait pas pu faire une pandémie, hein, parce que c'est vraiment cette immense accélération des échanges humains qui permet cette pandémie. Sinon, il aurait infecté une région de Chine, et puis voilà, il aurait fait ses dégâts, il aurait peut-être un petit peu survécu plus loin, mais il n'aurait pas du tout fait ce qu'il a fait là. Donc c'est quelque chose de très moderne, une épidémie comme ça. Même les grandes épidémies de l'Antiquité, du Moyen-Âge et tout, elles passaient un peu d'un endroit à l'autre, mais c'était jamais en même temps, et c'était quand même des pays ou des régions qui étaient évidemment dans des situations terrifiantes. Mais d'ailleurs, c'est intéressant de voir à quel point on a beau être une époque où maintenant, on sait à quoi est due l'épidémie, on en connaît les mécanismes, on peut maintenant, on a beaucoup de moyens quand même d'en prévenir beaucoup d'aspects graves, et on aurait pu faire déjà beaucoup plus d'ailleurs en prévention quand on voit qu'on manque de masques, on n'a pas pris au sérieux les choses alors on avait eu des avertissements. Mais malgré tout, ce qu'il y a, c'est que le Moyen-Âge, par exemple, était sous l'emprise du religieux. Alors on disait oui, c'est une punition de Dieu, ou bien c'est dû à telle ou telle communauté, je sais pas, la communauté juive, qui nous apporte cette maladie. Maintenant, de ça, on sait que c'est faux. Scientifiquement, on a vraiment plein d'éléments. Alors, par contre, on n'a pas encore le traitement, mais disons, on a plein de savoirs qui nous permettraient de faire très bien les choses. Mais qu'est-ce qu'on est encore dans des histoires c'est comme si on n'avait quasi pas progressé, parce qu'à la place de la religion, on a des mythes, la xénophobie tout autant, des gens qui prétendent plein de choses et toutes sortes de petits remèdes de causes, et puis après on nous dit que ça vient de la CIA, des trucs. Et là on se dit, oui, l'irrationnel humain, il a l'air vraiment d'avoir peu changé par rapport même au Moyen-Âge. Hein. Il y a une telle peur chez nous de l'incertain et de la mort, parce qu'il y a quand même derrière tout ça c'est la question de la mort, qui est elle aussi évincée par la modernité, au fond, en tout cas évincée du discours collectif. Eh bien, voilà, c'est toutes sortes d'émotions, d'affects et de mythes qui prennent le pouvoir. Selon vous, sommes-nous ou serons-nous capables de résilience? Y aura-t-il un avant et un après Covid-19? Moi, je pense, ouais. Alors peut-être c'est justement là où j'ai le plus de contestation, parce que quand j'exprime ça, moi je pense qu'on reviendra pas comme avant. Mais juste aussi, pour plusieurs raisons, parce que d'abord, tous les gens qui disent non, mais on a vu les crises précédentes, on est revenu très vite. Oui, on n'a jamais vécu depuis la Seconde Guerre mondiale. Au fond, on n'a jamais vécu dans l'époque
contemporaine une crise pareille. Jamais. Vraiment, ça s'est jamais vu qu'ils mettent les pays à genoux comme au niveau mondial comme celle-là. Et puis, malgré tout, les gens maintenant commencent à comprendre que derrière, pas loin derrière, et beaucoup plus grave, il y a la crise environnementale. Et je pense que là, il va y avoir quand même des choses qui ne reviendront pas. On nous dit que le secteur aérien est à 2 doigts de l'effondrement. Moi, je dis d'un côté, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, et d'un autre côté, je me dis, il est temps que ça arrive, on pouvait plus continuer à croître. Tout le monde savait bien que ça allait dans le mur, pas seulement la finance, mais nos comportements collectifs. Et j'espère vraiment qu'on va pas revenir à la situation qui prévalait avant, et je le crois. D'accord. Mais maintenant, il y aura de nouveau des avions, mais qu'il y aura quand même des changements profonds de vision, je crois, chez les gens et dans les sociétés. Une forme de résilience est possible selon vous. Enfin, oui, elle est possible, elle est peut-être même obligatoire. Pardon. Et de toute façon, pour moi, elle est obligatoire parce qu'encore une fois, après, ce sera plus une pandémie dont on peut attendre une fin. Ce sera une crise dont on n'attendra pas la fin et donc avec laquelle il faudra vivre comme on vit maintenant au jour le jour, mais à très long terme. Et ça, je le souhaite pas. Je souhaite pas pour l'aventure humaine qui mérite mieux et pour ceux qui vont, enfin pour les générations suivantes que je porte quand même dans mon affection d'humain, quoi. Oui. Alors le big one, ce ne sera probablement pas le Covid-19. Non. Ce ne sera peut-être pas un virus. Ça peut être non, également. En tout cas, le big one, oui, parce qu'il pourrait y avoir. Il faut dire quand même qu'on a un peu de chance avec ce virus. On a pas mal de malchance, mais il pourrait être plus mortel. Oui. Hein, il est 10 fois plus mortel que celui de la grippe, mais il pourrait être 50 fois plus mortel. Et plus mortel chez les jeunes. Hein. Mm-hmm. Donc, enfin, voilà, on a une certaine chance. Et voilà, sachons saisir cette chance pour changer beaucoup de choses. Parce qu'on n'aura pas toujours cette chance. Hein. Mm-hmm. On n'aura pas toujours. Alors, le big one sera peut-être le virus suivant, mais ce sera peut-être des trucs climatiques dans des phénomènes de rupture qui pourraient arriver très vite et qu'on prédit pas. Et où après on dirait, mais comment on a pu arriver là? Les yeux fermés. Enfin, il y a plein de gens qui essayaient de dire, attendez, réveillez-vous. Et donc, je pense que là, il y a quelque chose vraiment. D'une certaine manière, est-ce qu'il n'occulte pas des crises qui ont été terribles aussi? Je pense par exemple à des virus comme Ebola qui continuent par ailleurs dans certaines zones à vraiment être extrêmement radical. Mais bien sûr, mais il faut voir que le pouvoir est dans les pays riches et en Occident, et ce pouvoir, tant qu'il n'a pas été touché, les vrais changements n'ont pas eu lieu. Mais il y a eu des drames monstrueux qui ont eu lieu dans des pays pauvres, qui ont été finalement mis sous silence, et d'autres types de drames. Là, ce qui est vraiment très particulier, c'est ce côté totalement universel, quoi. Tous les pays, riches comme pauvres, sont touchés. Les pays pauvres ont des conséquences bien pires. C'est la même chose avec le changement climatique. Et ça, il faut pas l'oublier. Hein. On ne sait pas du tout où on est. L'Afrique, d'ailleurs, peut-être est-elle un peu protégée par son climat, mais le plus probable, c'est quand même qu'ils testent quasi personne, et puis que c'est en train là-bas Mais bon, eux, en Afrique, vous voyez, perdre 1 à 2% de la population, voilà. Ils ont peut-être d'autres priorités, mais c'est fou quand même. Il y a là quelque chose qui est très impressionnant. Hein. Ouais. Alors, on arrive doucement au terme de cet entretien. D'ores et déjà, merci beaucoup, Dr Kiefer. J'aimerais, si vous êtes d'accord, lire le dernier paragraphe de l'article. Est-ce que ça vous va? Sûr. Alors, je dis, il ne s'agit pas de venir à bout de l'incertitude. Toujours, il faut préférer le doute à la fabrication du vrai. Il n'existe pas de garantie pour affronter l'avenir. Face à une épidémie, il n'y a que des savoirs, des raisonnements, des valeurs discutées et des décisions. Et, comme unique boussole, une conscience inquiète et non fataliste de notre commune fragilité. Alors, voilà, c'est la fin. Est-ce à dire que la fragilité, pourrait-on parler de vertu de la fragilité, ou en tout cas de vertu du fait de savoir que l'on est fragile, et de retour vers justement cette humilité laborieuse, disons? Ouais. Je pense, j'irai pas jusqu'à dire qu'il y a une vertu à la fragilité. La fragilité, c'est notre condition. Et la vertu, c'est vraiment d'en être conscient, de ne pas la nier, parce que quand on nie, c'est toujours pire. Donc de regarder cette fragilité et de ne pas essayer de la colmater bêtement en disant non, mais on est venu à bout de la fragilité. Non, elle est
elle est extrêmement ontologique. Hein. D'ailleurs, même les transhumanistes qui prévoient la survie à très long terme, je veux dire, ils sont absolument pas à l'abri de pannes, de toutes sortes de bugs dans des systèmes informatiques. Et à la fin d'un univers où tous les astres finissent par exploser et disparaître, je veux dire, il n'y a pas de permanence. Notre conscience, disons, aspire à une espèce de permanence hein, dans une éternité qui est là dans toute la religion et qu'on voit réapparaître chez des matérialistes transhumanistes comme souhait. Mais nous sommes fragiles, nous sommes contingents, et c'est là-dedans qu'il faut construire une culture, un sens, etc. Mais ne pas prétendre faire disparaître cette fragilité, parce qu'elle nous saute au nez sinon. Écoutez, Dr Bertrand Kiefer, merci beaucoup. Vous êtes donc directeur et rédacteur en chef de la revue médicale suisse. On la trouve sur Internet à l'adresse suivante www.revmed.ch. C'est le numéro 685 qui contient cet article, cet édito-là, qui nous a touchés. Pour en terminer, eh bien, et vous, comment vous voyez l'avenir? Comment est-ce que vous voyez cette capacité de résilience dont on parlait tout à l'heure? De quelle manière, selon vous, allons-nous en sortir de cette crise? Alors, je pense que la pandémie va être quelque chose de très sérieux. Je suis pas devin. Je sais pas jusqu'où elle va aller, comment elle va désorganiser notre système de santé, nous troubler profondément, mais elle le fera quand même. Et voilà. Et moi, comme je l'ai dit, j'espère qu'on reviendra pas à ce qu'on était avant. Et je dis pas ça pour dire il faut en venir à une situation triste, terrifiante. Je crois pas. Je pense d'ailleurs que on est dans une époque très triste justement, où les épuisements professionnels se multiplient, où il y a une perte de sens. Et je crois vraiment que dans une vie plus écosystémique au sens humain aussi, culturel, on trouvera davantage de sens et que ça suppose pas qu'on fasse croître le PIB tout le temps, ou on pourrait faire croître d'autres choses. Je crois vraiment en ça, et donc moi je suis pas d'ailleurs vraiment, je vois pas une décroissance, et j'aime pas tout ce terme, mais comme quelque chose qui est une diminution de ce qui fait notre sens humain, mais au contraire une chance d'accroissement. Nous pourrions donc sortir renforcés d'une certaine manière de ce type de crise. Oui. D'accord. Dit avec toutes les précautions, hein, bien sûr. quand on est pas encore même au pic du drame, hein, donc voilà. Mais c'est vrai, il pourrait y avoir une chance de ce genre, ouais. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Avec beaucoup de plaisir.